The Conversation France. Dans le champ des sciences de la vie, la recherche a énormément évolué. L'action de l'homme dans son environnement favorise l'apparition de nouveaux L'enjeu, pathogènes. c'est de retourner sur la Lune pour y rester, y faire des séjours plus longs. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique? Il est déjà là. L'échappée science, un podcast de The Conversation France. 2 fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'échappée science, quand la sèche sèche la pieuvre. Je suis Benoît Tonson, chef de rubrique science à The Conversation France, et j'ai à mes côtés Lisa Poncé, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante au laboratoire Ethos de l'université de Caen-Normandie, spécialiste des sèches et des pieuvres. Jennifer Gallet, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes chef de rubrique environnement à The Conversation France, et on se retrouve tout à l'heure après l'entretien pour votre chronique. La pieuvre géante du Pacifique est un animal calculateur et intelligent. Rien d'étonnant à cela. La pieuvre possède 9 cerveaux. Un dans la tête et un dans chacun des centres névralgiques de ses 8 bras qui contrôlent ses mouvements. Vous avez certainement déjà vu, entendu des documentaires sur l'intelligence des pieuvres, comme ici avec National Geographic, où on peut les voir se servir d'outils, développer des techniques de chasse élaborées, se camoufler à une vitesse stupéfiante. Lisa Poncé, vous qui êtes en train de terminer votre doctorat sur la comparaison des capacités des pieuvres et des sèches, vous n'êtes finalement pas si impressionné par les poulpes. Ben oui, en fait, moi je travaille donc sur les sèches et les pieuvres et j'essaye d'étudier un aspect de leur intelligence qui est la mémoire. Et finalement, quand on travaille avec ces deux espèces, ce qu'on voit, c'est que les sèches, elles sont bien meilleures que les pieuvres dans toutes sortes de capacités différentes. On y reviendra juste après, mais déjà pour définir et bien comprendre ce dont on est en train de parler, déjà pieuvre, poulpe, quelle est la différence ? Eh bien, pieuvre et poulpe, c'est exactement la même chose. En fait, il faut savoir que Victor Hugo, quand il a écrit Les Travailleurs de la mer, il était à Jersey-Garnézet. Et il a décidé d'utiliser le terme local de poulpe, qui était pieuvre. Et finalement, ça a tellement plu que c'est resté. Et aujourd'hui, en France, on préfère utiliser pieuvre plutôt que poulpe. Et pourtant, c'est bien la même chose. Et au niveau de ces fameux cerveaux, là, on dit que la pieuvre ou le poulpe en a 9. Est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que c'est la même chose pour la sèche ? Alors, en effet, on peut dire qu'ils ont 9 cerveaux. Plus précisément, ils ont un gros cerveau central qui est dans leur tête, comme nous. Et ils ont 8 petits cerveaux qui se situent au niveau des bras et qui vont résumer les informations qui sont récupérées par les bras. C'est à peu près la même chose chez la sèche et chez le calmar, mais c'est beaucoup moins étudié et donc on en connaît moins. Donc nous, dans ce podcast, on va beaucoup parler de sèche. Comment on peut la décrire ? Alors, où est-ce qu'elle se trouve dans notre environnement ? Quelle taille elle fait et à quoi elle ressemble ? Alors une sèche, c'est de la même famille que le poulpe, mais c'est quand même bien différent. Ça a aussi 8 bras, couverts de ventouses, mais un corps beaucoup plus gros que celui du poulpe, et des bras beaucoup plus courts. En plus de ces 8 bras, ça a 2 tentacules. Ces tentacules, c'est des bras modifiés, qui ont beaucoup moins de ventouses, seulement tout au bout du bras. Les sèches, on les trouve dans toutes les mers de France et notamment dans la Manche. C'est là où nous, on les ramasse. On les ramasse sous forme d'œufs quand elles sont toutes petites et qu'elles font 1 cm. Et durant leur année ou leurs 2 ans de vie, elles vont croître jusqu'à atteindre 50 cm. Et les calmars dans cette grande famille ? Les calmars, c'est des cousins et des pieuvres et des sèches. Ça ressemble beaucoup à une sèche, mais c'est plus fin, plus filiforme. Donc nous, dans ce podcast, on va s'intéresser, tout comme dans votre thèse, à la comparaison entre les sèches et les poulpes. Rappelez-nous un petit peu, là, vous êtes à la fin de votre thèse, vous êtes en train de la rédiger. Quels étaient les grands objectifs de ce doctorat ? Dans ma thèse, j'essaye de comparer l'intelligence des sèches et des poulpes. Plus précisément, dans cette intelligence, leur mémoire et leur capacité à planifier leur futur. Alors justement, là, on parle d'intelligence. Nous, on pourrait avoir tendance à dire qu'un animal est intelligent, s'il est capable de reproduire certains de nos comportements, compter, communiquer, apprendre. Mais finalement, pour vous, c'est quoi l'intelligence ? L'intelligence, nous, on le définit plutôt par le terme de capacité cognitive. Les capacités cognitives, c'est la capacité à percevoir son environnement et à utiliser les informations de l'environnement, les transformer, les retenir et ensuite agir en fonction de ces informations. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une situation d'adaptation d'une sèche à son environnement ? Et donc son environnement, là, dans ce contexte-là, c'est ce qui l'entoure finalement.
L'environnement, en effet, c'est tout ce qui est autour des animaux. Donc, ça peut être les prédateurs, les proies, la qualité de l'eau. Les seiches comme les poulpes vont être très flexibles dans leur adaptation à l'environnement. Et par exemple, un poulpe, face à un prédateur, a différentes techniques. Soit il peut se camoufler en changeant de couleur, ou aller se glisser dans une faille pour éviter le prédateur, ou encore attraper toutes sortes d'objets autour de lui pour s'enrouler et former une armure. Et donc ça, c'est ces principes d'adaptation. La seiche est particulièrement douée pour s'adapter, justement. En effet, ce qu'on voit, c'est que la seiche, elle aussi, est très flexible. Elle va avoir différentes techniques pour chasser différentes proies. Par exemple, quand elle attaque un crabe, elle va éviter les pinces de devant et donc contourner le crabe pour lui sauter dessus et éviter de se faire pincer. Fascinant. Elles se nourrissent surtout de crabes, les seiches ? Les seiches, elles se nourrissent de crustacés, donc crabes et crevettes, et de petits poissons, que des proies qui bougent, pas de coquillages. Et là, on parle bien de la seiche commune qu'on peut trouver au large de Caen, là où vous travaillez. En effet, c'est la seiche qu'on retrouve sur toutes les côtes françaises. Donc là, on a parlé d'adaptation à un environnement changeant. Finalement, ça, on peut bien le voir chez beaucoup d'animaux qui vont soit être des proies, soit être des prédateurs. Nous, les humains, on a quand même une forme d'intelligence. Peut-être on est les seuls à avoir. C'est notre capacité à prévoir, anticiper le futur. La seiche, c'est capable de tel comportement ? Eh bien, il semblerait que oui. En fait, dans ma thèse, c'est tout un volet que j'étudie, la capacité à planifier le futur chez les animaux. Et pour cela, on a réalisé une expérience avec les seiches. On les a mis dans ce qu'on appelle un labyrinthe en Y. Alors, c'est pas du tout un labyrinthe comme vous pouvez vous imaginer, c'est juste un Y. Donc avec 3 bras qui permettent d'étudier les choix de la seiche. Durant l'expérience, on met la seiche donc dans ce labyrinthe et d'abord, on la nourrit à satiété. On lui donne plein de crevettes, elle va pouvoir manger et n'aura plus faim. Et ensuite, on lui propose un choix entre d'un côté un abri et de l'autre côté de la nourriture. Le premier jour, vu qu'elle vient de manger, elle va choisir l'abri. Mais en choisissant l'abri, elle va passer 24 heures sans avoir accès à de la nourriture. Donc elle va avoir faim. Le lendemain, de nouveau, on la remet à satiété, on lui donne plein de crevettes. Et on lui repropose le même choix, un abri ou de la nourriture. Et là, il y a 2 possibilités. Soit elle continue de suivre son besoin actuel et elle va choisir l'abri. Soit elle anticipe, elle planifie son besoin futur et planifie qu'elle va avoir faim plus tard. Et donc, elle choisit la nourriture. Chez les seiches, ce qu'on observe, c'est que les adultes, certaines vont aller vers l'abri, finalement écouter leurs besoins actuels, mais certaines vont également planifier leurs besoins futurs. Et comment ça se passe très concrètement ? Elles vont emporter un peu de nourriture avec elles pour stocker ? Alors, dans notre expérience, on ne leur permet pas de transporter de la nourriture. En fait, elles vont choisir le bras où il y a de la nourriture. Et dans ce bras, elles vont se reposer pendant plusieurs heures. Et puis, lorsqu'elles auront faim quelques heures plus tard, elles vont pouvoir le manger. Et ça, vous l'avez fait aussi avec des pieuvres, ce type d'expérience ? Alors, avec les pieuvres, on a essayé de le reproduire. Mais avec les pieuvres, ça n'a pas marché. Les pieuvres, pour l'instant, elles ne nous montrent pas qu'elles sont capables d'anticiper leur futur. Sur cette capacité en particulier, on pourrait dire que la seiche fait preuve de plus d'anticipation que la pieuvre. Il y a d'autres exemples où vous avez montré que la seiche peut surpasser ses cousins ? En effet, on a pas mal d'exemples où la seiche, elle s'en sort rudement bien. Une des expériences qu'on a, c'est une expérience où on étudie une de leurs mémoires, la mémoire qu'on appelle épisodique, celle des événements. Et on voit que la seiche, elle apprend très très vite. On lui propose une règle complexe qu'elle va apprendre rapidement. Elle va nous montrer qu'elle est capable de se souvenir d'événements particuliers. Le poulpe, par contre, c'est beaucoup plus difficile et on a l'impression qu'ils n'y arrivent pas vraiment à nous montrer cette mémoire des événements. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'événement dont les seiches arrivent à se rappeler ? Parce que vous nous avez parlé de mémoire, mais comment vous le savez ? En fait, on leur demande de se souvenir est-ce qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont mangé, donc la proie, à quel endroit et combien de temps auparavant. En fait, c'est une règle où il va y avoir un crabe à un certain endroit et une crevette à un autre endroit. Et le crabe va revenir seulement toutes les 3 heures, alors que la crevette va revenir toutes les heures. Et donc, on va voir si la seiche ou le poulpe est capable de retourner à l'endroit où il y avait la crevette ou à l'endroit où il y avait le crabe après un délai précis. Oui, vous nous avez donné un exemple précis d'expérience, mais je me posais la question, comment on arrive à travailler avec des seiches ? Là, vous nous avez dit que vous arrivez à leur faire apprendre des expériences. Alors déjà, combien de temps on arrive à travailler avec des seiches ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que vous avez de l'attachement pour ces céphalopodes ?
Alors les seiches, on les garde à peu près 1 an en captivité. Elles éclosent dans nos élevages et on va pouvoir travailler avec elles. Le problème, c'est que les seiches, c'est vraiment très peureux. Ça change de couleur dès qu'on s'approche d'elles et puis ça crache beaucoup d'encre. Donc il faut d'abord les habituer à l'humain. Et pour ça, c'est assez simple, il faut les nourrir à la main. Donc tous les jours, leur donner des crevettes pour qu'elles s'habituent et qu'elles associent l'humain à la nourriture. Et ça prend longtemps, ça prend plusieurs mois. Mais par contre, après, elles vont être super habituées à nous et super efficaces dans leurs apprentissages. Et du coup, on va pouvoir leur poser des questions vraiment très complexes et qu'elles vont apprendre très très vite. Plusieurs mois d'apprentissage sur une durée de vie d'1 an, il vous reste du temps pour travailler suffisamment. Eh bien oui, vu qu'elles apprennent vite derrière, on peut leur poser des questions variées. Par exemple, on peut étudier leur mémoire et leur demander si elles se souviennent de ce qu'elles ont mangé, à quel endroit et combien de temps auparavant. C'est des questions comme ça qui paraissent très compliquées quand on les pose et qui pourtant pour les seiches paraissent évidentes, elles les apprennent en quelques essais. Et ça, les seiches arrivent à avoir une excellente mémoire et c'est pas forcément le cas des pieuvres. En effet, ce qu'on a remarqué, c'est qu'autant les seiches comprennent cette question très rapidement, autant les poulpes, on a beau les entraîner, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous êtes en train de finir votre thèse sur les seiches, mais vous aviez déjà travaillé sur d'autres animaux. Et est-ce qu'elles vous bluffent par rapport à... Je sais pas, je crois que vous aviez travaillé sur les oiseaux, sur peut-être d'autres animaux qui... En effet, on est impressionné parce que les seiches, alors qu'on est quand même sur des invertébrés, des animaux qu'on considérerait qui sont pas très intelligents, elles vont apprendre aussi vite, voire plus vite que des animaux qui sont connus pour leur capacité d'apprentissage, comme les corvidés ou même les grands singes. Merci Lisa, je rappelle, vous êtes en train de finir votre doctorat au laboratoire Ethos de l'université de Caen. Avec vous, on a parlé d'intelligence plutôt individuelle et je me tourne maintenant vers Jennifer Gallet. Rebonjour, chef de rubrique environnement à The Conversation France. Avec vous, on va plutôt parler d'intelligence collective. Oui, tout à fait, Benoît. Et avec les créatures dont il va être maintenant question, pas de problème de légitimité. Tout le monde s'accorde sur leurs incroyables capacités d'organisation et de défense. Mais écoutez plutôt ce son. Alors là, j'entends gratter, mais de quel animal voulez-nous parler ? Ce sont les fourmis, bien sûr. Il en existe 12 000 espèces dans le monde qui ont été identifiées et on pense qu'il en existerait même 20 000, soit plus que si on additionne toutes les espèces de mammifères et qu'on y ajoute les oiseaux, ce qui fait pas mal de monde. Je ne résiste pas au plaisir d'en nommer certaines pour vous aider à les imaginer un peu plus en détail. La fourmi kamikaze, la fourmi folle jaune, la fourmi de feu tropical, la fourmi électrique, la fourmi tisserande d'Asie qui peut porter jusqu'à 100 fois son poids, ou encore la fourmi gourde qui stocke de l'eau pour ses congénères en cas de besoin. Les fourmis, on en retrouve partout sur Terre car ce sont les championnes de l'adaptation dotées de caractéristiques impressionnantes. À commencer par leur vitesse de déplacement. À taille égale, elles vont plus vite qu'un cheval au galop. Ou encore leur vision, bien plus détaillée que la nôtre. Elles voient 300 images secondes quand nous, juste 45. Oui, et au-delà de ces capacités extraordinaires, j'entendais qu'elles peuvent former des colonies, mais vraiment immenses, hein, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai, c'est pas du tout une fake news, on appelle ça des super colonies. Ça correspond à un réseau à l'intérieur duquel les fourmis peuvent se déplacer facilement en se reconnaissant grâce à leur odeur. En Suisse, par exemple, on a découvert une super colonie reliant 1200 fourmilières de la même espèce, des fourmis des bois en l'occurrence, et qui occupait 70 hectares. Elle abriterait environ 200 millions d'individus. Mais ce record, ça doit bien faire rire la fourmi d'Argentine qui, avec ses propres super colonies, occupe presque sans interruption un territoire qui s'étend du Portugal à l'Italie sur des milliers de kilomètres. Et des milliers de kilomètres, des millions d'individus. Avec autant de monde, il doit falloir quand même bien s'organiser, hein. Comment ça marche dans ces colonies ? Ça marche plutôt à la baguette, hein. On n'est pas vraiment dans une ambiance ZAD où tout le monde pourrait donner son point de vue et rebattre les cartes de l'ordre établi. C'est très hiérarchisé avec des fonctions bien claires. Tout en haut, il y a les reines qui restent au chaud dans la fourmilière et passent leur vie, parfois longue de plusieurs années, à pondre des œufs qui deviendront des larves dont des nourrices s'occuperont. Il y a les chasseuses qui détectent les dangers et les proies grâce à leur odorat hors pair et les soldates qui découpent les termites à coups de mandibule. Fascinant. Et si on veut en apprendre encore un peu plus, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme lecture ?
Eh bien, Benoît, je ne saurais que trop vous recommander de vous plonger dans La Guerre des fourmis, la formidable BD imaginée par le chercheur Franck Courchamp, qui travaille sur les questions d'écologie à l'Université Paris-Saclay, et le dessinateur Mathieu Huguetti. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Guerre des fourmis sur The Conversation. Vous y découvrirez une foule d'informations, plus précisément sur 19 espèces de fourmis particulièrement coriaces que les scientifiques suivent à la trace. À l'image de la fameuse fourmi folle jaune dont je vous parlais plus tôt, cette espèce à longues pattes fines a la particularité de courir dans tous les sens et peut lancer un spray acide sur ses proies. Les crabes rouges d'une petite île située dans l'océan Indien, l'île Christmas, en ont d'ailleurs fait les frais et sont aujourd'hui menacées d'extinction. Et oui, les fourmis, petites mais super costaudes. Eh bien oui, ça nous a bien donné envie d'aller lire ces articles dans The Conversation. Merci Jennifer Gallet, chef de rubrique environnement à The Conversation France. Et Lisa Poncet, justement, on en revient avec vous, spécialiste des seiches. Est-ce que les seiches peuvent faire preuve d'intelligence collective également ? Jusqu'à présent, on pensait que les seiches, c'était plutôt solitaire, comme les pieuvres, chacun de leur côté, et on utilise son cerveau tout seul. Mais finalement, on en revient ces dernières années. On pense que peut-être elles vivent en groupe quand elles sont jeunes et quand elles sont en période de reproduction. Peut-être que d'ici quelques années, on découvrira qu'elles aussi, elles peuvent créer des super réseaux d'intelligence. Eh bien, merci beaucoup Lisa Poncet. Je rappelle, doctorante, vous êtes en train de finir votre thèse qui vise à comparer les seiches et les pieuvres à l'université de Caen-Normandie au laboratoire Ethos. Jennifer Gallet, merci encore, chef de rubrique environnement à The Conversation France. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de l'Échappée Science. The Conversation France.